Nous allons parler aujourd'hui petite valeur avec Pierre Chang, le nouveau gérant principal de Tocqueville PME. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, on va revenir en détail sur votre fonds, mais on va aussi beaucoup parler des small caps, puisque Tocqueville PME est un véhicule permettant de s'exposer à cette classe d'actifs. Alors, Tocqueville PME, je le dis très rapidement, c'est un fonds d'action investissant majoritairement dans des petites et moyennes capitalisations françaises. Mais on y reviendra. Alors, vous avez pris le gouvernail de Tocqueville PME en octobre 2018. Ce n'était pas le meilleur moment, Pierre, hein, Non. Puisqu'on a eu une tempête qui a balayé les marchés boursiers et particulièrement ce compartiment de la cote que sont les petites et moyennes capitalisations. Et donc, avant de vous interroger sur Tocqueville PME, j'aimerais avoir votre sentiment sur le krach des petites et moyennes valeurs en 2018, parce que je crois qu'on peut vraiment parler de krach. Le CAC Small, qui est l'indice représentatif, a dévissé de 26% l'an dernier, et 90% des quelques 200 valeurs le composant ont fini en territoire négatif en 2018. Donc c'était difficile d'échapper à la débâcle des petites valeurs. Mais même, je dirais même plus, la baisse est concentrée sur les derniers mois de 2018, puisque à fin août, le CAC Small, par exemple, était à moins 2%, year to date. Donc c'est vraiment un krach. Donc c'est vraiment les 24% de baisse, c'est de septembre à décembre, et ça a été très violent. Alors ma question, Pierre, c'est est-ce qu'on ne vient pas d'assister finalement au dégonflement assez légitime d'une bulle? Parce que les petites et moyennes valeurs avaient très très bien performé. Je rappelle que le CAC Small s'est envolé de plus de 250% entre mars 2019 et janvier 2018, et que sur 10 ans glissants, il s'adjuge encore 176%, quand le CAC 40 ne gagne que 55%. Donc, est-ce qu'on a assisté à une simple correction de marché? Alors, dans vos chiffres, il faut préciser si c'est dividende réinvesti ou pas. Là, en l'occurrence, non, c'est pas dividende réinvesti. Parce que le CAC 40, si vous réinvestissez les dividendes, il doit avoir 4% de rendement par an à peu près, j'imagine, à peu près sur le CAC 40. L'écart entre les deux, bien sûr. Donc ça réduit un peu. Moi, ce que je constate, c'est qu'historiquement, vous avez les small font 2 fois mieux que le CAC boursièrement parlant, 2 fois mieux que les large cap. Donc ça, c'est l'historique. Donc là, votre CAC 40 à 55, à mon avis, doit être autour de 80. Et donc, mais on a tout de même un écart conséquent. Voilà, le double, parce que ça, il y a plein de raisons qui l'expliquent, parce que souvent dans les small caps, vous avez davantage de croissance, vous avez aussi tout le phénomène des OPA, parce que les larges achètent les petites, donc vous avez un moteur de performance boursière aussi sur ces sujets-là. Donc c'est normal que les small fassent mieux que les larges, et à peu près 2 fois mieux, c'est l'histoire. Voilà. Donc est-ce que c'est un dégonflement de bulle? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je dirais surtout qu'en fait, c'est un mouvement de décollecte, parce que si on prend par exemple le véhicule juridique du PEA-PME, qui est donc Tocqueville PME est éligible au PEA-PME. Si on prend les 4 derniers mois de l'année, c'est une décollecte qui représente à peu près 10% de l'encours total de l'enveloppe. Donc 10%, ça peut paraître en absolu pas énorme, mais en tout cas, quand sur une classe d'actifs où il y a peu de liquidité, en fait, ça fait du dégât. Voilà, ça fait des dégâts. Donc moi, je l'explique principalement, le fait que ça ait baissé davantage que les larges. Donc c'est une montée de l'aversion au risque qui aurait donc déclenché ce mouvement, et pour vous, c'est ça. Finalement, c'est un phénomène de liquidité principalement. Alors, il y a un phénomène de liquidité, oui. Et puis, il y a aussi le fait que l'économie ralentit. On passe aujourd'hui dans un nouveau régime, dans un nouveau paradigme. Voilà. Alors, justement, puisque l'économie ralentit, puisque les banques centrales rétractent un petit peu la liquidité aussi sur les marchés, liquidité qui avait bénéficié à toute la classe d'actifs actions et aux petites valeurs en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la baisse des valorisations à laquelle on a assisté avec ce krach est suffisante pour prendre en compte ou intègre d'ores et déjà le ralentissement des bénéfices qu'on est en droit d'attendre? Alors, ça c'est la question centrale actuellement. Donc, bon, moi, notre avis un peu chez Tocqueville, c'est de dire, voilà, on a une baisse fin 2018 qui allait trop loin. Même sur certains secteurs, cette baisse équivaut à une baisse de 30-40% des résultats en 2019 sur certains secteurs, les secteurs les plus cycliques de la côte. Et c'est sans doute exagéré. Donc le marché a anticipé un phénomène, à mon avis, qui n'aura pas lieu, en tout cas qui se produira, mais dans des proportions moindres. Par contre, ce qui est fascinant dans ce début d'année, c'est que le consensus, lui, ne s'est pas ajusté aussi vite que les investisseurs ont manifesté sur les prix, sur les cotations de bourse. Donc c'est l'histoire de ce premier semestre 2019, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement qui est
surestimé par par les marchés boursiers, par les prix en bourse. Et par contre, vous avez un consensus qui n'a pas encore pris totalement en compte, les analystes n'ont pas encore pris dans la prévision totalement en compte ce ralentissement. Donc la vérité est au milieu? Donc, vous avez deux possibilités, à mon avis, sur ce premier semestre. Soit vous avez un marché qui est on appelle ça en trading range, donc qui évolue en taux ondulé. Voilà, en taux ondulé. Soit vous avez un marché, alors c'est une notion qui est un peu proche, mais en dents de scie, c'est-à-dire des grandes variations avec des gros sell-off et des grandes embardées. Voilà. Et donc c'est un peu l'histoire de décembre, janvier. Décembre, gros sell-off, janvier, vous rebondissez très fort. Donc ça, voilà. Donc pour moi, ça va se situer entre ces deux-là. Ce qui est sûr, en tout cas, à mon avis, sur les valeurs small cap, et c'est ce qui va être fascinant en 2019, c'est qu'il va y avoir des points d'entrée majeurs sur les dossiers de grande qualité. Et c'est un moment où il faut bâtir des lignes sur des sociétés de qualité pour les prochaines années. Donc ça va être vraiment un moment clé. On va parler de ce que vous allez faire avec Tocqueville PME, justement, mais on va déjà redétailler un peu ce qu'est Tocqueville PME. Donc, fonds d'action française, petite et moyenne capi. Alors, quelle est votre définition d'une small cap? Parce que ça varie d'une société de gestion à l'autre. Alors, pour Tocqueville PME, en général, on appelle ça small cap, des sociétés en dessous de 800 millions d'euros, 1 milliard, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Bien évidemment, des sociétés éligibles au PAPME. Donc ça va en fait de la micro-caps à la grosse PME. Voilà, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Le style de gestion jusqu'à présent, parce que je rappelle, vous avez pris le fonds en main en octobre, il était value contrariant. Voilà. Donc vous cherchiez des valeurs des côtés et vous alliez sur des dossiers parfois contestés. En tout cas, c'est ce que faisait la gestion jusqu'alors. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va garder cet état d'esprit, cette âme contrariante, value, bottom-up, voilà, ça on va le conserver. Maintenant, moi je gérais par le passé un fonds mid-cap euro avec une logique momentum, donc je vais également essayer d'apporter un peu cette touche momentum sur certains dossiers, mais l'âme du portefeuille restera la même. Combien de personnes impliquées dans la gestion? Alors aujourd'hui, on est un binôme avec Alexandre Voisin. Comment vous opérez alors avec ce binôme la sélection de valeurs? Alors, on a bien évidemment des filtres quantitatifs. Donc, bien sûr, si on a une approche contrariante et value, on va vraiment surveiller les multiples de valorisation. On surveille également les volumes de marché parce que la liquidité sur ce segment est très importante. Et ensuite, on a une analyse qualitative du business model, du management, des perspectives. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première brique. Ensuite, les sociétés sélectionnées rentrent en watchlist, sous surveillance. Et ensuite, en fonction du contexte boursier, en fonction de la situation, on va rentrer tel ou tel dossier. Voilà. Est-ce que vous incluez une dose de macro, d'analyse macroéconomique dans la sélection, ou la construction plutôt, du portefeuille? Oui, donc ça c'est également un point important, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une valeur ajoutée d'apporter vraiment une vision macro. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir vraiment une roadmap pour l'année qui est pour les 12 prochains mois. Et en fonction de cette roadmap, on va jouer des secteurs davantage défensifs, cycliques. Voilà, donc ça c'est... Donc vous définissez l'environnement macro tel que vous l'envisagez pour les mois qui viennent et à partir de ça, vous construisez le portefeuille. Voilà, à partir de ça, on transcrit un contexte boursier et dans ce contexte boursier, on va allouer l'actif, en tout cas on va le prendre en compte. Mais c'est vrai que l'âme du portefeuille, c'est plutôt stock picking bottom-up, mais on ajoute donc cette brique. Donc c'est pour amender un peu le portefeuille. Voilà, exactement. Très bien. Il est écrit dans l'une de vos présentations qu'il s'agit d'une gestion diluée, avec pas de ligne supérieure à 3% à la constitution et 5% en cours de vie du portefeuille. Donc avec de telles pondérations, ça veut dire qu'on est dans une fourchette de 50 à 80 lignes environ. Tout à fait. Est-ce que c'est possible déjà d'avoir une gestion performante avec une gestion diluée? Alors ça c'était une très bonne question. La situation actuelle, aujourd'hui on a 80 lignes en portefeuille, il n'y a aucune ligne qui dépasse 3%.
pour la raison suivante, c'est qu'on est dans un contexte boursier compliqué, on l'a dit, volatile. Et donc dans ces conditions, comme on l'a vu sur les derniers mois de 2018, il y a des rachats, il y a de la décollecte. Les fonds spécialisés sur les small caps ont beaucoup décollecté. Et je pense que ça va un peu continuer sur le premier semestre. Et donc dans ces conditions, nous ne sommes pas à l'abri de rachats. Et donc on essaie d'avoir une allocation qui pourrait permettre de faire face à n'importe quel rachat. Donc vous privilégiez la liquidité. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc on préfère avoir beaucoup de lignes sur des dossiers où on peut trouver la liquidité plutôt que des grosses lignes sur des dossiers liquides. C'est le biais aujourd'hui. Maintenant, comme je vous le disais, au premier semestre, on va trouver des points d'entrée majeurs et sur ces points d'entrée, on sera prêt à bâtir des lignes beaucoup plus importantes, à concentrer davantage le portefeuille. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on retrouvera des points d'entrée majeurs? Alors, je pense que la décollecte sur les fonds small cap n'est pas terminée. Ce que je constate également, c'est que le mois de janvier 2019 ressemble beaucoup au mois de janvier 2018. Et si vous vous rappelez, le mois de février 2018 a été sanglant. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait encore quelques phases de correction. D'autant plus que là, le mois de janvier, sur le CAC Small par exemple, on a plus 8%, on est un peu au-dessus de 8% de performance depuis le début de l'année, ce qui est rapide. Peut-être un peu trop rapide. J'ai plusieurs dossiers en portefeuille qui ont repris entre 20 et 40% sur les premières semaines de janvier. Je trouve ça un peu rapide. Donc je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait des prises de profit, des retracements. Et même là, aujourd'hui, au niveau macroéconomique, il y a déjà beaucoup de nouvelles qui sont à venir, à mon avis, qui vont compliquer la situation, notamment aux États-Unis où il y a forcément un ralentissement qui doit avoir lieu. Et là, demain, là, on aura déjà des indications importantes sur les PMI en Europe qu'il faudra surveiller de très près parce que ça va être vraiment l'indicateur avancé que tout le monde va surveiller. Donc vous vous attendez à de nouveaux trous d'air. C'est pour ça que d'ailleurs vous conservez 12% de cash pour pouvoir saisir des opportunités. Exactement. Donc, fin d'année dernière, on était plutôt sur les derniers mois à 10% de cash. Là, on commence un peu à l'augmenter, justement, pour saisir les opportunités au moment venu. Je reviens au nombre de lignes. Donc là, aujourd'hui, on a compris que vous privilégiez la liquidité, d'où l'éclatement assez marqué du portefeuille sur 80 lignes. Mais ça n'a pas vocation à rester ad vitam comme ça. Vous pouvez reconcentrer le portefeuille lorsque vous êtes plus agressif. Exactement. Pour générer ça va vraiment dépendre du contexte boursier. Tout à fait. Est-ce que le fonds présente des biais sectoriels? Alors c'est vrai qu'on a historique, on a à peu près un quart du portefeuille sur les valeurs technologiques. Bon, c'est vrai que c'est dans ce secteur-là qu'on trouve beaucoup de valeurs de croissance. Il y a beaucoup de valeurs de small cap qui sont sur ce secteur-là. Et c'est pour ça que ça s'exprime le plus dans le portefeuille. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un peu quel type de valeurs vous recherchez aujourd'hui. Est-ce que ce sont puisque vous êtes plutôt défensif, à ce que je comprends, est-ce que ce sont des valeurs à forte visibilité que vous privilégiez dans le portefeuille? Alors aujourd'hui, je recherche deux types de valeurs. Des valeurs qui ont de la visibilité, des valeurs défensives. Donc c'est pour ça que dans le portefeuille, par exemple, les premières lignes, on a Albioma, LNA Santé, des choses comme ça, des choses assez défensives. Par contre, je cherche également à acheter des sociétés de qualité, positionnées sur des méga trends. Type Solution 30, Interparfum, Robertec, j'essaie d'acheter sur des corrections de marché. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça les deux axes aujourd'hui pour enrichir le portefeuille. Et puis deuxièmement, là, sur le mois de janvier, on a acheté plusieurs SS2I qui s'étaient vraiment fait malmener, type OB. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des dossiers qu'on a rachetés assez bas, qui ont rebondi très fort. Ça fait partie des dossiers qui ont rebondi très fort. Donc ça, il faut... Voilà, donc ça a un peu été ce qu'on a fait au cours des derniers mois, depuis que je suis arrivé chez Tocqueville. Donc ça sera la tendance pour les mois à venir et vous vous mettez en position de saisir des opportunités sur le marché parce que vous considérez qu'on aura de nouveaux trous d'air et qu'il faudra en profiter. Il y aura des dossiers de qualité, de très grande qualité qui seront malmenés et ce sera le moment d'en faire. Voilà. Alors Pierre, on arrive au terme de cette émission. Il y a plein de choses encore à dire. J'aimerais qu'on parle évidemment de votre portefeuille un peu plus en détail. Donc je vous propose d'aborder les questions relatives aux valeurs qui composent justement Tocqueville PME dans un deuxième volet. Pierre, merci. Merci.